Bonsoir, bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Nous nous rendrons à Paris à l'Institut de paléontologie humaine où le souverain vient de remettre les bourses de recherche du prince Régnier III. Nous retournerons ensuite en Allemagne pour la suite de notre série de reportages destinés au déplacement du prince Albert II. Focus sur la remise du prix européen de la culture à laquelle a assisté le souverain. Stéphane Valéry, le président du Conseil national, était l'invité du Monaco Press Club. Retour sur cet événement. L'atout charme de cette édition, le comédien Patrick Dempsey, de passage à Monaco. Nous l'avons rencontré lors d'une soirée privée à l'Automobile Club pour le dévoilement d'une carte ayant appartenu au prince Albert Ier. Coup de projecteur sur un costume bien particulier autour des collections déposées par la SBM au musée NMNM. Une cape dorée est la star des lieux. Et direction Paris pour débuter ce journal. C'est à l'Institut de paléontologie humaine que le souverain, en début de semaine, a remis les bourses de recherche du prince Régnier III à deux jeunes chercheurs. Une cérémonie en présence notamment de Ségolène Royal, ambassadrice des pôles. Plus de détails dans ce reportage signé Émilie Rousseau et Olivier Bonello. L'Institut de paléontologie humaine est situé dans le 13e arrondissement de Paris. Sur ce bâtiment inauguré il y a près de 110 ans, on distingue toujours les origines de son créateur. Son nom est d'ailleurs inscrit ici dans l'amphithéâtre, le prince Albert Ier. C'est à l'issue de la visite d'une grotte à Santander que le trisaïeul du prince souverain décide de créer au début du XXe siècle un grand laboratoire de la préhistoire. Depuis, de nombreux chercheurs se sont succédés dans les différentes salles d'études, des chercheurs qui peuvent postuler pour recevoir la bourse de recherche Prince Régnier III. C'est une continuité dans l'esprit de ce qu'avait voulu le prince Albert Ier, mon trisaïeul, et ce qu'a toujours essayé de faire ma famille et la principauté depuis. Et donc je suis très heureux que ces programmes puissent continuer et puissent faire éclore ces nouveaux talents dans la recherche. Ce prix vient encourager le travail d'un chercheur confirmé sur l'origine et l'évolution de l'homme du Quaternaire. Cette année, deux éminents chercheurs ont été récompensés. La première, Marta Arzarello, qui travaille depuis une dizaine d'années sur les grottes du Pirée Nord en Italie. Il s'agit du plus ancien site préhistorique actuellement connu en Europe. Je suis sûrement très honorée et c'est, je crois, une grosse reconnaissance, surtout que la bourse sera utilisée pour donner continuité à un fouille que je mène d'après 9 ans. Et donc c'est en même temps un grand honneur, mais une grande occasion aussi pour la fouille de Pirée Nord qui se trouve dans le sud d'Italie. Thibaut Bienvenu va lui aussi bénéficier de la bourse de recherche Prince Régnier III. Il est professeur à l'université de Zurich et travaille notamment sur l'évolution du cerveau humain. J'étudie les moulages endocrâniens puisque le cerveau ne se fossilise pas. Donc on prend des moulages de la cavité crânienne qu'on étudie comme des succédanés de cerveau finalement. Et cette bourse va me permettre d'analyser les relations entre le moulage endocrânien, qui représente le cerveau, et le crâne externe. Cette remise de prix aura été ponctuée par une conférence sur la grotte du Lazaret, un endroit que le professeur Henri Delumlé, directeur de l'Institut, connaît très bien. Nous avons ouvert un chantier de fouilles dans la grotte du Lazaret à Nice le 1er septembre 1961. Il y a plus de 57 ans que nous fouillons dans la grotte du Lazaret, près de 60 ans. Et des chercheurs du monde entier, et en particulier des chercheurs français, des chercheurs monégasques, des chercheurs de différents pays du monde ont participé à l'étude de ce matériel. Et ce site qui se trouve à Nice fait l'objet d'un ouvrage paru chez CNRS Éditions, intitulé « Les restes humains fossiles de la grotte du Lazaret ». Avant de se rendre à Paris, souvenez-vous, le prince Albert II était en déplacement en Allemagne. Lors de ce voyage officiel, le souverain en a profité pour visiter l'usine BMW e-Production. Mais il a aussi assisté à la remise du prix européen de la culture, ainsi qu'au concert donné pour l'occasion dans l'église de Notre-Dame de Dresde. Le reportage de Vanessa Dessy sur des images de Sylvain Péromal.
Considérée comme l'une des plus belles églises luthériennes d'Allemagne, avec son immense dôme d'architecture baroque, Notre-Dame de Dresde a accueilli le temps d'une soirée un concert hors norme. L'événement aura permis de remettre les prix européens de la culture et de réunir de nombreuses personnalités, telles que la diva grecque Nana Mouskouri, l'acteur allemand Daniel Brühl ou bien encore le ténor polonais Piotr Beczala. Le souverain, au nom de la Fondation Prince Albert II, a été honoré pour son engagement en faveur de l'environnement. Je suis extrêmement heureux et flatté que la Fondation puisse être reconnue comme cela par nos amis allemands, mais aussi conjointement avec un autre grand monsieur qui fait beaucoup pour l'écologie et pour aussi cette lutte contre les pollutions plastiques, Frank Schweikert, avec lequel la Fondation est en collaboration depuis plusieurs années. Mais écoutez, je crois que ça n'est qu'une... Bien sûr, ce n'est qu'un prix, mais c'est un prix quand même qui me touche et qui me fait penser que tous ensemble, avec la Fondation, nos partenaires et tous ceux qui sont proches de la Fondation, que nous sommes sur le bon chemin et que nous essayons d'apporter notre contribution à cet effort global pour l'environnement. Le professeur Klaus Topfer, fondateur et ancien directeur de l'Institut d'études avancées en développement durable, a présidé cette prestigieuse soirée. L'Allemagne et la principauté, qui entretiennent des relations privilégiées depuis de nombreuses années, étaient donc à nouveau liées lors de cet événement. Je dois vous dire que pour moi, c'est un grand honneur en tant qu'ambassadeur de Monaco en Allemagne d'accueillir notre souverain ici aujourd'hui à Dresde. Je trouve que c'est un signe des Allemands pour montrer l'attachement qu'ils ont envers les actions du souverain et son engagement dans la lutte pour le changement climatique et également pour la préservation des océans. Et je trouve que la meilleure récompense et la meilleure preuve de cela, c'est le prix qu'il a reçu ce soir, le prix européen de la culture, en honneur de ses actions et de ses engagements. La branche allemande, qui fait partie des 8 pays représentatifs de la Fondation Prince Albert II depuis 2009, s'est réjouie de pouvoir à nouveau accueillir le souverain sur ses terres. Nous sommes très heureux de le recevoir ici en tant que la branche allemande, puisque le prince est au cœur de nos activités. Il est vrai, sans le prince, rien ne va, même ici en Allemagne, et non seulement à Monaco, mais ici en Allemagne également, parce que c'est très attirant ce qu'il propose comme qualité de vie, comme on travaille dans le futur, dans le green. On l'appelle aussi le prince vert ici en Allemagne. Depuis quelque temps, on ne parle plus d'autres époques de Monaco, mais on parle du prince vert. Et Monaco, la principauté peut être très fière d'avoir une personnalité avec cette puissance, énergie. Et c'est pourquoi nous sommes toujours heureux de le recevoir. Pour l'occasion, le souverain est monté à bord de l'Aldebaran, un petit navire scientifique de recherche qui se consacre depuis 20 ans à la protection des mers. Frank Schecker, journaliste allemand et militant écologique, a pu ainsi échanger avec le prince Albert II. Le Monaco Press Club propose tout au long de l'année des rendez-vous avec des invités différents. Et ce mercredi au Yacht Club, il s'agissait du président du Conseil national, Stéphane Valéry. Le reportage de Sandrine Nègre. Il est à la tête du Conseil national dont il est le président. Stéphane Valéry a pu au cours de ce Monaco Press Club évoquer son parcours, ses idées et plusieurs thématiques quelques mois après avoir été élu, comme l'Europe, le critère de nationalité et les relations avec le gouvernement. Nous avons un mandat très clair de la part des Monégasques. Et donc nous avons de nombreuses réunions de travail. Le temps aujourd'hui est au travail, le temps est à l'apaisement pour le bien de la principauté et tout simplement dans l'esprit de nos institutions. Le Conseil national a besoin du gouvernement qui a besoin du Conseil national, selon l'expression du prince Albert II, que je trouve parfaite. Nous avons besoin pour faire avancer Monaco de faire un pas vers l'autre.
c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est en tout cas, croyez-moi, l'esprit du nouveau Conseil national. Questions-réponses, ces échanges ont ainsi permis à Stéphane Valéry et aux journalistes présents de développer différents sujets liés à l'actualité de la principauté, au Monégasque, mais pas seulement. Le logement, nous nous y sommes engagés devant les Monégasques, sera la priorité nationale absolue de notre mandat 2018-2023. Il faut d'abord bien loger tous les Monégasques dont la situation le justifie dans le secteur domanial. Pour cela, nous voulons la construction de 800 logements neufs. Il faut aussi s'occuper des enfants du pays. Nous votons le 20 juin une proposition de loi pour pérenniser le secteur protégé. L'autre sujet majeur dont on me parle tous les jours, c'est évidemment la qualité de vie qui s'est dégradée selon les résidents, toutes nationalités confondues. Donc nous voulons mieux lutter contre le bruit. Il y a moyen d'utiliser des instruments de chantier moins bruyants. Ça a un coût, mais c'est possible. De poser des sarcophages anti-bruit sur les chantiers, ça a un coût, mais c'est possible. Et puis, bien sûr, il y a la nécessité de fluidifier davantage le trafic automobile. Pour cela, nous attendons la création d'une brigade de la circulation avec des policiers dédiés aux carrefours stratégiques et aux heures de pointe. La question de la SBM a aussi été abordée et les prochaines séances publiques, vous l'avez entendu, ont ainsi été annoncées. Elles auront lieu dans quelques jours. Au programme, notamment ce mois de juin, plusieurs projets de loi, donc, comme celui du renforcement de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Il était en principauté non pas pour le lancement d'un film, mais pour le dévoilement d'une carte ayant appartenu au prince Albert Ier. Nous avons rencontré lors d'une soirée privée à l'Automobile Club le charmant Patrick Dempsey. Il revient pour nous sur cette magnifique histoire. Reportage. Sex symbole du petit écran, il a charmé l'Assemblée par son charisme et son sourire mardi soir au musée de l'Automobile. Comédien, réalisateur et pilote de course, Patrick Dempsey, ambassadeur de la griffe Tag Heuer, a plusieurs cordes à son arc. Je suis ravi, vous savez, d'être ici. Je suis là car je suis l'ambassadeur de la collection héritage des montres Tag Heuer et aussi parce que, comme vous le savez, je suis passionné par le sport automobile. Aujourd'hui, nous dévoilons la carte du prince Albert Ier sur laquelle il traçait son périple à moto et aussi pour planifier mon départ de demain, car je vais suivre ses traces en voiture. Et vous savez, c'est vraiment plaisant d'être ici à Monaco où je suis déjà venu par le passé. Et me retrouver dans ce musée avec ces sublimes voitures aux histoires si particulières, c'est vraiment très très agréable. Une soirée privée donnée en présence de la princesse Stéphanie et de ses enfants pour le dévoilement donc d'une carte ayant appartenu au prince Albert Ier et qui a été restaurée par l'horloger suisse, partenaire du musée automobile. L'histoire était connue, assez bien documentée, donc on a tout de suite compris, il y a un code couleur pour chaque itinéraire, donc ça a été assez joyeux à faire parce qu'on s'est vraiment mis dans sa roue en fait. Le musée de l'automobile s'est lui aussi attelé à reproduire à l'identique la moto sur laquelle le prince Albert Ier a réalisé son périple, une tâche qui s'est avérée complexe mais indispensable. Il y a quand même des pièces d'origine puisque le moteur et le cylindre sont d'origine, c'est un cylindre et un carter moteur de moto Humbert, mais la moto est reconstruite. Au début du siècle, c'était vraiment des sportifs qui faisaient de la motocyclette, et le prince Albert Ier en était un. Donc c'était vraiment un exploit en 1902 de faire ces trajets. Et si le dévoilement de la carte et la découverte de la moto du prince Albert Ier a retenu toute l'attention tout au long de cette soirée, les projets du comédien étaient aussi au cœur des conversations. En ce moment, je suis passé du côté de la production. Depuis 9 ans, je développe un projet adapté du roman The Art of Racing in the Rain de Garth Stein, qui est actuellement en tournage. Je suis aussi en train de terminer un documentaire. Et puis, je tourne actuellement dans une nouvelle série, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui sortira prochainement en France à l'automne. Vous voyez, je suis bien occupé. Ah oui, et aussi ce week-end, je serai au 24 heures du Mans. C'est au volant d'une Porsche Carrera 911 RS de 1973 que Patrick Dempsey est donc parti mercredi sur les traces du prince Albert Ier en effectuant une partie de son périple. Le comédien a pris les chemins de traverse entre Monaco et le Luc pour rejoindre Le Mans où l'écurie qui dirige prendra le départ de la course dès 24 heures. Coup de projecteur à présent sur un projet qui lie le NMNM et l'artiste Célia Pim
autour des collections de costumes déposées par la SBM au musée. Parmi ces costumes, une cape dorée. Le reportage de notre super héroïne Sandrine Nègre. Moi c'est Joël, j'aime bien les samosas. Patricia. Ouais. Alors, je vais faire poisson. Moi c'est Sandra, j'aime les tartares. Tatar. Offrir une nouvelle vie à cette cape dorée. Voici l'objectif avoué de la part de l'artiste et des équipes du NMNM. Avant de procéder à cette performance, l'artiste britannique veille ce jour-là à accueillir les participants, ou plutôt les futurs modèles, dans une ambiance chaleureuse. Tous font partie de l'AMAPI. À cet instant, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont devoir faire avec cette fameuse cape. J'ai le sentiment que toute pièce de costume doit être portée, comme par vous donc aujourd'hui. Je pense que nous allons aller derrière où se trouvent les sièges. Célia Pim avait pu découvrir cette cape il y a quelque temps grâce au Wearing Sessions, un projet artistique organisé et produit par le NMNM. Les différents clichés réalisés Salle Garnier permettront à l'artiste de réaliser une œuvre globale pour le NMNM. Quand elle a découvert cette cape dans nos réserves, effectivement, qui avait été cousue vraiment par l'atelier des costumes de l'Opéra, elle nous a demandé la permission de l'emporter à Londres dans son atelier, justement pour la réparer et pour pouvoir lui donner une deuxième vie, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'elle puisse être de nouveau portée. Parce que cette cape, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 2 ans, elle était complètement en lambeaux. Elle faisait partie de notre collection matériaux, c'est-à-dire que ce n'est pas des costumes à part entière, ils ne sont pas inventoriés parce qu'ils sont en trop mauvais état. Et donc la soie se délitait complètement, on ne pouvait plus du tout la prendre. Donc elle l'a amenée chez elle, dans son atelier, et ça fait 2 ans qu'elle la restaure de manière très minutieuse, ce qu'on n'aurait nous jamais entrepris, parce que c'était un travail trop colossal. Flying Gold Cape, cette cape dorée, avec le soutien de la SBM, a donc rejoint ce 11 juin 2018 la Salle Garnier, la même où elle avait été portée pour la toute première fois il y a 100 ans. Chaque mercredi dans ce journal, nous recevons l'invité de la semaine. J'ai pu rencontrer la jeune monégasque Camille Devissy, à l'avenir très prometteur. Rencontre. Je suis à présent avec notre invitée de la semaine, une jeune monégasque, Camille Devissy. Camille, bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée. Alors, vous êtes une toute jeune monégasque. Vous avez grandi ici, vous avez fait vos études ici. Parlez-nous un petit peu de votre parcours parce que actuellement, on va le savoir un peu plus tard, mais tout vous réussit. Merci déjà pour ce compliment. Alors par rapport, comme vous l'avez très bien dit, donc je suis monégasque. J'ai vécu ma scolarité jusqu'au lycée à Monaco. Scolarité qui s'est terminée sur un parcours scientifique, donc un bac scientifique. Et à partir de là, eh bien, il faut partir pour faire des études scientifiques. Donc je suis partie en licence à Nice, à l'université de Nice Sophia Antipolis, pour faire les sciences en général. Et je me suis dirigée vers la biologie marine, parce que j'ai vu que c'est ce qui me touchait le plus. Et puis au vu de mes attraits que j'ai eus plus petite, que je vous expliquerai par la suite. Et ensuite, j'ai fini avec un master à l'université de Pierre-Marie Curie, donc à Paris. Le master, c'est océanographie et environnement marin. Donc je suis diplômée depuis 2016 avec ce master. Et j'ai effectué entre-temps un stage à Perpignan, au CREM, donc vraiment un stage tourné sur la restauration écologique en mer Méditerranée, au niveau de tout ce qui est lieu anthropisé, comment restaurer des fonctions écologiques. Et le dernier stage pour valider donc ce master, c'était en Nouvelle-Calédonie, où aussi on avait une mine de nickel, donc un lieu aussi anthropisé, et voir l'impact que ça avait sur les coraux. Alors, est-ce que le fait de grandir auprès de la mer Méditerranée, ça a influencé votre choix de vie? Oh, tout à fait. Tout à fait. Toute petite, on va aller à la mer, on va aller se baigner, on va voir au fond avec un palmas que tuba commencer. Et ma mère a vu que j'avais un grand penchant pour la mer, donc elle a décidé de m'inscrire, je pense que tout le monde connaît bien, l'école bleue de plongée de Pierre Frolat. Donc, je suis rentrée vers l'âge de 11 ans, j'ai passé mes petits niveaux, niveau 1 et 2 avec cette école. Donc bien sûr, là, une envie grandissante est apparue en moi pour la plongée sous-marine. Donc, je suis vraiment passionnée de plongée et j'ai continué. Et j'aimerais acquérir un niveau de plongeur scientifique pour mon parcours professionnel. Donc directement, être mis dans le bain à l'âge de 11 ans, dans la mer qui est juste à côté, faire des voyages en adéquation. Toujours, ma mère, elle a voulu que je parte dans des lieux où je peux faire de la plongée.
ça a grandi en moi et c'est resté. Ça a permis d'aiguiller mes études. Comme je l'ai dit, après j'ai choisi le parcours biologie marine pendant mes études. Alors aujourd'hui, vous êtes toute jeune, vous venez d'intégrer une grande société connue de tout le monde, la société Bouygues. C'est pas mal quand même pour un premier job. C'est pas mal puisque j'aimerais rappeler, je suis diplômée depuis 2016. 2017, j'ai eu une année de battement où j'ai pu travailler au musée scénographique en tant que vacataire, animatrice, toujours dans l'environnement marin. Et puis grâce aux commissions d'insertion des diplômés avec Madame Battaglia, j'ai réussi à avoir ce poste. Et ça fait seulement depuis 6 mois que je suis chez Bouygues Travaux Publics dans la partie environnement. Alors quelles sont vos fonctions? Alors au niveau environnement, chez Bouygues Travaux Publics, il faut savoir qu'on est 8 personnes. Bouygues a été adapté, mis en place en ayant ce pôle environnement. Ça a été guidé de telle manière, d'où on trouve bien 8 personnes, chacun a des postes différents. Et dans ces 8 personnes, il y en a 5 qui sont en travaux maritimes, dont moi aussi, et qui m'occupent. Étant donné, vu mon background, je suis vraiment en espèces protégées, biologie marine, et bien on m'a mis dans le poste de suivi des espèces protégées. Au niveau de ces suivis d'espèces protégées, pourquoi? Puisque pour ce projet, ça s'est fait dans une zone particulière. On a dû déplacer des espèces dites protégées, donc, la mettre à côté, donc, dans les réserves marines naturelles de la Principauté, et donc il faut les suivre. Il faut suivre comment elles se portent par rapport à cette transplantation, par rapport au projet. Et c'est mon quotidien de tous les jours, en relation avec des scientifiques, parce qu'on a des scientifiques qui nous accompagnent, ce qui me rapproche au mieux de ce que j'ai pu faire dans mes études. Alors on l'a compris, hein, vous êtes passionné par la mer Méditerranée, vous avez été dans la fameuse école bleue de Pierre Frolla. Est-ce que vous avez un regard aujourd'hui différent à l'âge adulte qu'à l'âge enfant? Tout à fait, même je peux juste remonter jusqu'à les années de licence. On vous apprend en disant, voilà comment ça se passe l'environnement, les espèces, on veut protéger, conserver. Donc on est vraiment carrément on veut mettre une cloche sur ces écosystèmes, on ne veut pas les toucher. Et puis au fur et à mesure des années, on voit que de toute façon le littoral va être anthropisé. L'économie fait que, les demandes fait que, c'est obligé. Donc je suis modeste, mais en tant que scientifique, avec un parcours, ou accompagné avec d'autres scientifiques, de pouvoir donner notre avis en disant on fait tel projet, mais voilà, quelles recommandations on vous préconise pour minimiser les impacts et faire que le projet se fasse, mais au mieux, dans une écologie, on va dire, plutôt verte. Alors quel message il est bon aujourd'hui de faire passer à la jeunesse? C'est surtout, certes, trouver sa voie, sa spécialité, mais ne pas se fermer, ne pas rester dans son propre monde, garder sa spécialité et s'ouvrir à tout le monde parce que vous voyez, dans tel projet, ça va des travaux jusqu'à la science et après, garder en tête qu'il faut tous se donner la main pour amener à bout un projet dans les bonnes et dues formes de la communication. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que cela continue, que le projet arrive bien à terme et ensuite, par la suite, le projet va se finir vers 2021. Et donc je souhaite retourner vers tel projet pour donner toujours mon expérience scientifique ou même revenir plus vers la recherche et apporter mon côté plus politique, voilà comment c'est passé avec les différentes relations. Donc, merci beaucoup Camille. Merci à vous. Bon, on vous souhaite encore plein de belles choses et une bonne route et puis j'espère vous revoir très bientôt. De même, merci beaucoup. Passons tout de suite en revue notre carte météorologique du jour. Les nuages et le soleil joueront à cache-cache jeudi, mais il ne pleuvra pas et les températures oscilleront entre 18 et 23 degrés. Vendredi, quelques passages nuageux dans la matinée, le soleil restera encore très souvent voilé. Samedi, des orages et des averses seront possibles dans l'après-midi. Il fera 19 degrés le matin et 22 degrés au meilleur moment de la journée. Dimanche, temps toujours instable avec une possibilité encore de pluie. Lundi, toujours pas de belle et franche amélioration des conditions météo avec un temps variable. Mardi, la situation restera identique. Le prince Albert II sur les traces de ses ancêtres américains de New York à Philadelphie. C'est le magazine que nous propose à présent Patricia Navarro. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite sur Monaco Info. À très bientôt.